Alors bonjour à tous les internautes, bonjour Monsieur Coatly. Bonjour Marc, bonjour à tous. Alors on se retrouve dans cette série consacrée aux ouvertures. Nous avions fait des vidéos sur la Grunfeld, la défense Grunfeld avec les Noirs. Après on a fait une série de vidéos en hommage à Gilles Miralles d'ailleurs sur l'ouverture assez rare mais originale de l'ouverture orang-outan, donc avec les Blancs. Et cette fois-ci, on va repasser à une ouverture avec les Noirs. On va essayer d'alterner à chaque fois blanc, noir. Et on va s'intéresser à une ouverture, une variante spéciale de la sicilienne. Quelle variante allez-vous nous proposer, Monsieur Coatly? Alors, aujourd'hui, on va proposer la variante qui s'appelle Sveshnikov. Sveshnikov du nom d'un joueur russe, qui est d'ailleurs récemment décédé. Et c'était la variante qu'on appelait Lasker Pélican, une vieille variante qui a été rejoué, retravaillé par ce grand joueur russe qui était très original et qui a mis ça au goût du jour dans les années 70. Et moi je me rappelle, j'ai découvert cette ouverture très rapidement quand j'ai débuté les échecs. J'ai débuté après le match Fischer-Spassky. Et puis j'ai reçu des revues russes à Beyrouth lorsque j'habitais au Liban à l'époque. Et je recevais 4 revues russes par mois, j'étais passionné. Et dedans, il y avait des parties qu'il fallait que je déchiffre en cyrillique. Et il y avait cette ouverture qui était un petit peu bizarre de la sicilienne, mais qui m'intéressait parce qu'elle était très atypique. C'est-à-dire qu'elle donnait aux Noirs des contre-chances du jeu. Alors on ne peut pas dire que ce soit une ouverture très positionnelle. C'est pas très orthodoxe. C'est un petit peu bizarre. Mais ça donne des possibilités incroyables pour les Noirs. Et c'est comme ça que j'ai découvert cette ouverture, qui n'était pas très connue à l'époque. Alors, il ne faut pas oublier que Internet n'existait pas, qu'il n'y avait que des livres, quelques revues, et que l'information circulait mal. Donc, j'avais l'avantage d'être renseigné, puisque j'étais au cœur du dispositif à l'époque. Et c'est comme ça que j'ai découvert cette ouverture extraordinaire. Et donc, on va essayer de la revisiter, de la revoir lors de ces vidéos. Alors, cette ouverture s'adresse plutôt à un profil de joueur de quel style de jeu? Alors, ça s'adresse à tout joueur. On va découvrir plus tard que tous les grands joueurs ont joué cette ouverture. Ils ont vu ça peut-être un petit peu avec circonspection au départ. Parce que positionnellement, on ne peut pas dire que ce soit ça. D'ailleurs, je crois qu'il y a un joueur qui ne l'a jamais joué. Je pense que c'est Karpov, qui n'a jamais joué cette ouverture. Par contre, Kasparov l'a joué. Je crois que Kramnik l'a joué. Anand l'a joué. Leko l'a joué. Radjabov l'a joué. Beaucoup de très grands joueurs ont joué cette ouverture parce qu'elle offre des possibilités incroyables pour les Noirs, alors qu'elle semble très mauvaise positionnellement. Donc on va découvrir tout ça, vous nous mettez l'eau à la bouche. Mais d'abord, Monsieur Coatly, pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui êtes-vous? Alors, je suis Bachar Coatly, je suis grand maître international. Vous avez été le premier grand maître francophone. J'ai été le premier grand maître francophone, donc en 1989, il y a 33 ans. C'est un petit peu vieux. Et j'ai joué aux échecs, j'ai été champion de France en 79, j'ai été champion de France junior avant, j'ai fait un peu de compétition, et puis j'ai toujours beaucoup apprécié certaines ouvertures, dont justement la Sveshnikov que je voudrais faire découvrir aujourd'hui à nos auditeurs. Très bien, donc on va regarder cet enchaînement de coups. Alors la Sveshnikov, c'est sur une défense sicilienne, donc ça veut dire que les Blancs vont commencer par E4. Et on va jouer le coup C5. Donc alors, je replace un petit peu cette ouverture qui se joue. Elle se joue entre un joueur qui s'appelle Camilleri, qui fait partie de l'équipe de Malte, et entre moi-même, qui faisait partie à l'époque de l'équipe du Liban. Et je venais d'arriver en France, et j'avais 18 ans, donc en 76, donc c'est une partie qui s'est jouée il y a bientôt 46 ans. Et c'était vraiment aux origines de la Sveshnikov. On n'était pas loin des origines de la Sveshnikov, disons. Il y avait très peu de joueurs qui la jouaient, parce qu'elle était complètement nouvelle, les concepts étaient nouveaux, n'étaient pas spécialement positionnels, et j'ai eu l'occasion de pouvoir la jouer au début, et en surprenant beaucoup d'adversaires. Voilà, donc C5, c'est le coup constitutif de la défense sicilienne. Le pion C, le pion de l'aile, s'implique au combat et au contrôle de la case centrale des 4.
Donc il y a plusieurs variantes pour les blancs, mais les blancs jouent cavalier F3, c'est qui est le coup principal, qui vise à la poussée du pion D2 en D4. Bon, les noirs jouent cavalier C6, on a la poussée en D4, prise, cavalier prend, et là, cavalier F6 est joué avec l'attaque du pion en E4. Donc ça provoque cavalier C3, la sortie du cavalier qui vient défendre le pion central, et là on a cette poussée E5. Alors cette poussée E5, elle est constitutive de la variante ici Sveshnikov. Tout à fait. Alors cette poussée E5 qui positionnellement n'est pas formidable puisqu'elle laisse à jamais la case D5 pour les blancs. Simplement, on va tout de suite contester le centre et on va essayer d'avoir un positionnement de pièces qui est complètement différente de la structure des parties siciliennes classiques. C'est-à-dire que ça s'appelle toujours une sicilienne, mais on change complètement la structure, et là, ça va être une attaque de la part des blancs pour essayer d'obtenir un avantage positionnel, et une partie de la part des noirs qui vont tenter en permanence d'avoir un déséquilibre dans la position. Donc les blancs vont jouer plutôt d'une manière statique, alors que les noirs vont jouer plutôt d'une manière dynamique. Exact. Alors, le jeu des blancs, vous l'avez dit, ça va tourner autour de la case D5, de la case centrale D5, parce que c'est une case qui devient faible avec cette poussée du pion en E5. C'est-à-dire qu'une case faible aux échecs, c'est une case qui ne peut plus être contrôlée par un pion. Et comme le pion C a disparu, dans l'ouverture on l'a mobilisé au combat par C5, et maintenant on joue le pion en E5, il ne pourra jamais reculer en E6, donc la case, comme vous l'avez signalé, est irrémédiablement perdue. Il y a le pion, le cavalier qui contrôle. Une fois que le cavalier blanc va bouger, la dame contrôle. Le fou pourra venir en C4 à contrôler. Mais on va voir que les noirs vont baser du contre-jeu sur d'autres données. Donc le cavalier est attaqué. Là, c'est déjà intéressant de voir où il va jouer, parce qu'il y a plusieurs cases de retrait. Il y a les cases F5 et B5 qu'il faut regarder. Il y a les cases de retrait F3, B3 et même cavalier E2. Alors on va parler un peu de tous ces coups. Et il y a aussi la prise cavalier prend C6. Et il y a aussi la prise en C6. Alors la prise en C6, c'est vrai que je n'y ai pas trop accordé d'importance parce que ça permettrait au pion B de s'approcher du centre et de venir contrôler la case D5. Qui serait à nouveau contrôlée par les noirs et qui donnerait la possibilité aux noirs d'être au centre, et les noirs auraient réussi leur ouverture de ce point de vue-là. Et parfois la poussée D5 peut arriver en plus. Bien sûr. Grâce au pion C6, au cavalier, à la dame et peut-être au fou, qui pourrait appuyer tout ça. Donc finalement, vous avez raison, il fallait signaler la prise en C6. Donc on reprend du pion B en C6, et ça va pour les noirs. Alors, les cases de retrait, que ça soit cavalier F3, cavalier 2 ou cavalier B3, vont permettre de jouer le coup fou B4. Tout à fait. Ça c'est intéressant parce qu'on vient clouer le cavalier C3, du coup le pion E4 est en danger, et le clouage du cavalier en C3, et peut-être même son élimination parfois, fait que les blancs contrôlent moins la case D5, et que les noirs pourraient arriver également à pousser D5, et à finalement effacer la faiblesse qu'ils auraient sur la colonne D. Par exemple, je ne sais pas, sur une sortie de fou en D3 pour défendre 4, on pourrait s'intéresser à la poussée Absolument. D5. Donc, face à cette poussée E5, il nous reste deux coups candidats, cavalier F5 et cavalier B5. Alors, cavalier F5, c'est vrai que le cavalier lorgne sur la case D6, avec la dame, que cette fois-ci le coup fou B4 ne va pas parce que ça laisse le pion G7 traîner, mais il y a un problème à ce cavalier en F5, c'est qu'il est sous le viseur du fou. Et donc on pourrait réaliser D5, la poussée D5. La poussée D5. Et c'est vrai que les blancs peuvent prendre en D5, mais on pourrait se venger sur le cavalier en F5 ici. Donc c'est pourquoi le coup le plus joué dans cette variante, c'est le coup cavalier B5. Tout à fait. Alors cavalier B5 est joué, pourquoi ? Tout simplement pour pouvoir jouer cavalier D6, échec au roi, et après cavalier D6, échec au roi, les noirs seraient pratiquement obligés de prendre, et la dame prendrait, et tout de suite on aurait la paire de fous pour les blancs, et les problèmes ne sont toujours pas résolus pour les noirs. Donc il faut absolument empêcher ce cavalier de venir en D6, et le coup naturel, c'est ce qui constitue aussi cette variante Sveshnikov, c'est d'abord de jouer D6. Et alors D6, pourquoi est-ce qu'on joue ça ? Parce qu'en fait, les noirs ont misé sur quelque chose, c'est que les deux cavaliers en C3 et B5, les cavaliers blancs, eh bien, ils ne sont pas si bien placés que ça, finalement. C'est-à-dire qu'ils ont l'air très bien placés, mais on va voir que très vite, on va les chasser, et on va ramener ce cavalier qui est en B5
là où il doit être, sur le côté, et ça va être en fait une bataille entre les noirs et les blancs pour voir qui c'est qui a le meilleur placement de pièces et comment on continue à se développer. Alors c'est vrai que le fait que les noirs jouent D6, les blancs sont quand même contents du fait que le fou en F8 ne puisse plus arriver en B4. Donc il n'y aura plus de pression sur le cavalier, il n'y aura plus d'attaque du pion E4 par le cloage du cavalier C3. Donc le fou est enfermé derrière le pion D6. Et les blancs vont jouer immédiatement fou G5, clouage du cavalier F6 pour s'en remettre de la case D5. Tout à fait. Mais là... Et là, on joue bien sûr le coup A6 qui attaque le cavalier blanc en B5. Alors, il y a plusieurs possibilités ici. On peut jouer cavalier A3, mais on peut aussi faire fou prend cavalier, ce qui s'est passé dans la partie. Et sur fou prend cavalier... Alors c'est vrai que sur cavalier A3, juste je signale, on pousserait B5 tout à fait. Et on menacerait la fourchette en B4. Tout à fait. Mais on verra ça dans d'autres parties. Oui. De cette série sur la Sicilienne Sveshnikov, parce que parfois les blancs reculent en A3. Mais là, c'est fou prend F6 qui a été joué. Alors, et sur fou prend F6, la dame ne peut pas reprendre en F6 parce qu'il y aurait cavalier C7, échec au roi, et prendrait la tour en A8. Donc il n'y a qu'un seul coup, c'est pion prend F6, et là les blancs sont confrontés au fait que ce cavalier est attaqué, et la structure noire, qui n'est pas excellente, eh bien elle est compensée par le fait que les cavaliers blancs doivent essayer de revenir en jeu, et là il faut absolument pas laisser le cavalier revenir très vite en C4, le cavalier A3, et donc il est urgent de jouer B5, qui menace B4, qui gagnerait une pièce, et qui en même temps empêche surtout le cavalier en A3 de revenir très rapidement dans la partie. Très bien. Et il y a cette menace de fourchette, donc les blancs vont jouer cavalier D5. Cavalier D5. Voilà. Alors maintenant on va s'intéresser un peu à la modification structurelle, parce que ici, si on dresse un constat purement positionnel, on peut observer la case faible D5, aux mains des blancs, on peut noter le pion arriéré D6, les pions doublés F6 et F7, le pion isolé H7, le fou de case noire qui a du mal à jouer, une structure de pion noir plus morcelée, un abri du roi noir qui est un peu plus endommagé, et donc on peut se dire que cette structure de pion est pourrie. Alors c'est ce que je disais au début, c'est que positionnellement, ça n'a pas une grande allure pour les noirs. Alors aussi, quelque chose qu'il faut éviter à tout prix, c'est ne pas maintenant jouer cavalier E7 avec les noirs, sinon ça se terminerait par cavalier prend F6 échec et mat. Il y a aussi ça. On va le montrer, oui. Voilà. Donc, il y a quelques pièges à éviter, mais de l'autre côté, c'est vrai que c'est une structure de pion doublé, ici, mais ces pions doublés ont l'avantage de pouvoir très vite se déployer. Et à présent, il y a plusieurs coups possibles, il y a fou G7 qui peut se jouer, mais il y a aussi F5, et là on était au tout début de la Sveshnikov, ça se jouait seulement depuis quelques années, et il n'y avait pas autant de théorie, et je pense que dans cette partie, le coup F5 a dû être joué. Voilà, donc avec F5 vous allez assurer le dédoublement des pions, oui, tôt ou tard, mais ce qui est intéressant, c'est que lorsque le pion F5 s'échangera avec le pion E4, si ça a lieu, si vous prenez l'initiative de l'échange ou si l'adversaire échange, finalement il n'y aura plus de pions blancs au centre. Tout à fait. Et on aurait donc plus de pions avec les noirs, plus de pions centraux. Et puis ce pion en E4, les blancs ont intérêt à garder un blocage, un verrou central sur les cases blanches, parce que si le pion E5 ou le pion D6 venait à pouvoir avancer, ça profiterait à la libération des diagonales du fou de case noire. Or, les noirs ont une donnée qu'on n'avait pas encore signalée, c'est qu'ils possèdent la paire de fous. Et tant que les pions D6 en E5 sont là, le fou a du mal à s'activer, mais si on arrive tôt ou tard à avancer l'un de ces deux pions, eh bien, les diagonales vont s'ouvrir pour le fou, et le fou trouvera pas mal de travail, il pourra s'exprimer. Donc F5 a été joué, et il n'est pas dans l'intérêt des blancs de prendre, ça permettrait une reprise du fou. Tout à fait. Ça aiderait le développement. Donc les blancs vont jouer fou D3, ils se développent en maintenant le verrou central. Et là, fou E6. Tout à fait, parce que fou E6 permet d'éviter l'immédiat pion prend pion, puisque le cavalier serait en prise. Voilà. Alors, les blancs ont joué dame H5. D'accord. Et là, vous avez joué fou G7. Fou G7. Et grand roc. Et là, grand roc n'est peut-être pas le meilleur coup. Bon, je dis bien, on découvre cette ouverture à l'époque, il faut se replacer dans le contexte, c'est quand même très ancien. Et là, il faut commencer à faire attention, c'est-à-dire que
si jamais on joue petit roc avec les noirs, eh bien là, il y aurait pion prend F5 qui est possible. Et sur fou prend D5, il y aurait F6 pardon, qui est possible. Qui libère le fou avec la menace de mat. Avec une menace de mat. Et le pion attaque le fou. Tout à fait. Donc il faut faire extrêmement attention. On ne peut pas non plus roquer trop vite avec les noirs. Donc il faut prendre des mesures après le grand roc. Le roi au centre en fait est en sécurité. Il n'y a pas vraiment de menace. Le pion ne peut toujours pas prendre en F5 parce que le cavalier est en prise. Et donc il faut ramener une pièce de plus vers le roi blanc qui s'est mis, qui a fait le grand roc. Et je crois que tour C8 a été joué. Et donc tour C8 permet d'amener une pièce de plus sur le roi blanc après ce grand roc. Oui, et de toute façon, les abonnés de la chaîne vont être souvent confrontés à des joueurs qui vont faire grand roc. On trouve ça souvent sur les zones de jeu, les joueurs qui cherchent à jouer des rocs opposés, parce que le roi noir, même s'il ne peut pas roquer tout de suite, peut-être qu'il sera amené à faire petit roc un peu plus tard, quoique on craint pour sa sécurité quand même. C'est vrai qu'il y a la dame, il y a le fou, il y a le pion. Pour le moment, l'instant, il va rester c'est osé de faire petit roc. Il va rester pour l'instant au centre, mais on va s'en prendre au roi via cette colonne C. Et puis le cavalier qui peut aussi se mouvoir et aller à l'attaque du roi blanc. Et là, les blancs vont jouer un coup qui est logique, somme toute, puisqu'ils vont jouer cavalier B1. Le cavalier en A3 est un peu hors jeu. Il ne peut pas jouer. Comment on fait pour essayer de le ramener petit à petit vers le centre? Eh bien, on repasse par la case B1 avec le cavalier. Pour revenir en C3 éventuellement, absolument. Ou en D2. Ou en D2, et revenir ramener les pièces en jeu. Donc cavalier B1. Cavalier B1. Et là, le petit roc est toujours pas possible, puisqu'il y a, comme on avait dit, pion prend F5, et sur fou prend D5, à nouveau F6, et on a toujours cette menace de mat qui est très désagréable. Et le fou qui est attaqué. Voilà. Donc, les noirs, ici, font fou prend cavalier. Donc, pion prend, et cavalier B4. On va chercher, maintenant, le roi blanc, qui est en C1 encore, et on pose quelques questions, parce que, finalement, le roi blanc, il est peut-être moins bien que le roi noir, qui est toujours au centre et qui n'est pas attaqué. Et là, il va falloir prendre des décisions. Les blancs risquent de subir une attaque sur la case C2. Si le fou n'était pas en D3, tour prend C2, ça serait mat. Donc il y a des menaces immédiates. Puis à l'époque, j'étais peut-être un petit peu jeune, j'avais 18 ans, et je jouais pour attaquer le roi, tout simplement. Donc Puis on a la menace 4. Tout à fait, il y a la menace 4. Qui libère le fou, qui repousse le fou. Bien sûr, il y a la menace 4 immédiate, et en fait, le fou de case noire va arriver très vite en jeu. Si E4 est joué, c'est presque fini, puisque ça va être très très difficile de défendre le roi de l'autre côté. Donc là, les blancs jouent un coup qui semble logique, somme toute. Ils font fou prend, pion F5. Et ils se disent, on attaque la tour en C8, on a gagné un pion, on défend le pion en D5 par la tour, cavalier prend D5, ça ne marche pas, donc il faut bien que les noirs fassent quelque chose. Et là, vous avez trouvé un coup très surprenant. Alors un coup surprenant, là encore, probablement je ne sais pas si c'est extrêmement correct en termes de justesse, mais on continue dans la même idée, la même veine, c'est-à-dire qu'il faut essayer d'aller mater très très vite, et j'ai joué dame F6. Donc dame vous laissez la tour. Je laisse la tour en prise. Pour créer cette batterie d'attaque sur la diagonale noire. Oui, c'est un petit peu quand on est jeune, on est parfois peut-être un petit peu inconscient, mais pas tant que ça, puisque si fou prend tour, là il y a une menace immédiate, c'est cavalier prend A2, échec au roi. Il ne fallait pas l'oublier qu'on peut toujours extraire le roi par cette prise en A2. Voilà, roi D2. Roi D2, et là dame prend F2, échec. Alors maintenant, si dame E2 pour venir défendre... Oui, il peut vouloir, comme il a attrapé une tour, il peut vouloir proposer d'échange de dames. Absolument. Et là, fou H6, échec. Oblige roi D3. Roi D3. Et sur roi D3, dame D4, échec et mat. C'est le mat qu'on appelle le mat du guéridon. Tout à fait. Avec la dame et le pion derrière qui empêchent les cases de retrait du roi. Tout à fait.
Et sur dame prend F2 échec, si la dame ne revient pas, mais que le roi part en balade. Alors, si le roi part en balade, eh bien, on a la possibilité de jouer cavalier B4, échec, sur roi E4, dame F4, échec et mat. Oui, avec le cavalier qui va contrôler la case D3. Voilà. Et sur roi C3 Si roi C3, eh bien, on a la possibilité de jouer A5. Oui, parce que votre idée, c'est de prendre en C2 pour ne pas laisser la possibilité au roi de s'enfuir en prenant le cavalier. Donc A5, on stabilise le cavalier et on menace dame prend C2 mat. Alors maintenant, si cavalier D2 ou tour D2, pour défendre C2, ouais. Dame C5 échec, roi B3, dame C4 échec, roi A3 et dame A2 échec et mat. Ah oui, il est joli. Ouais. Et sur cette poussée, on a 5. S'il ramène le fou en F5 pour défendre le pion C2. Alors s'il ramène, et maintenant, la force de cette diagonale noire, c'est E4 échec au roi, roi B3, dame prend C2 échec au roi. Oui, alors là, il faut signaler, c'est très joli, c'est que lorsque vous jouez E4, non seulement vous libérez votre fou de case noire, mais le pion E4 intercepte la défense du fou de case blanche sur le pion C2. Tout à fait. Donc c'est coup double. Oui. Roi B3, donc dame prend C2, donc on va en A3, et dame A4. Et là, il y a trois possibilités de mater. Ouais. Il y a soit dame prend B2, échec et mat. Avec le fou. Soit fou prend B2, échec et mat. Soit dame A4, échec et mat. Très bien. Vous auriez choisi lequel? Peut-être fou prend B2 pour ramener une pièce de plus. C'est la dernière qui vient, qui participe. D'accord. Donc, c'est une très belle séquence. Vous voyez, dame F6, on laisse la tour en prise parce qu'on a prévu cavalier prend A2 échec, force l'extraction du roi, puis dame prend F2. Et on voit que le retour de la dame échoue sur fou H6 et que le fait que le roi parte en balade, eh bien, il finira par rencontrer le danger et se faire mater. Donc, dame F6, un très joli coup. Mais votre adversaire, du coup, il n'a pas pris la tour. Non, il n'a pas pris et il continue de manière logique, puisqu'il a ramené son cavalier en B1. Donc il dit il faut qu'il serve, et donc il le ramène en C3 pour se défendre. Et maintenant, il menace toujours la tour en C8. Il a ramené ses pièces en jeu. Le cavalier noir risque d'être pris rapidement avec A3, par exemple, et il n'a pas de case, pas de fuite. Puis quel C3 protège le pion A2 absolument, aussi, qui est absolument. Et donc là, on continue. La séquence, eh bien... Ah ben, ne le dites pas. On va laisser aux internautes l'occasion de trouver votre coup. Eh bien, vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour chercher le coup du grand maître. On va voir si vous trouvez le coup du grand maître. Et puis, on se retrouve juste après. À tout de suite. Alors, j'espère que vous avez eu des bonnes idées. Quel a été votre choix ici? Eh bien, ici, c'est ce sacrifice assez connu dans ce type de position de qualité. C'est-à-dire que la tour prend le cavalier en C3. C'est une défense très importante du roi suite à ce grand roc. Et bien sûr, là, les blancs n'ont pas d'autre choix que de prendre. Et là, on continue avec cavalier prend A2, échec au roi. Donc, vous avez démantelé l'abri du roi blanc en sacrifiant la qualité. Tout à fait. Donc, cavalier prend A2 et vous gagnez un pion avec fourchette. Donc, roi D2. Et vous avez continué comment? Eh bien, on continue avec E4. E4 pour libérer le fou de case noire. Rappelez-vous, c'est ce qu'on vous disait dans l'ouverture tout à l'heure. C'est que si un jour le pion E5 parvenait à avancer E4, si à un moment donné dans la partie le pion E5 parvenait à jouer E4, ça libérait la diagonale du fou de case noire. Et dans l'ouverture, ça paraissait finalement peu probable lorsqu'on montrait cette position. Et on s'aperçoit que dans plusieurs variantes, vous avez réussi à libérer ce fou de case noire. Finalement, arriver à jouer avec la pièce qui fait défaut au blanc ici. Parce que on est dans un combat de fou de couleur opposée. Il faut arriver à combattre sur case noire plus fortement que l'adversaire peut combattre sur case blanche. Donc, on menace la prise. Donc, le roi a été en E1. Et là, il faut être précis, parce que la prise du pion C3, elle est possible avec la dame ou avec le cavalier. Et en fait, j'ai choisi de prendre avec le cavalier, parce que ça ramène une pièce de plus en jeu, et ça permet donc de continuer l'attaque sur le roi blanc. Oui, en plus, ça attaque la tour, ça protège le pion, ça attaque le pion ici, et le cavalier revient en jeu. Tour 1 a été joué, attaque à 6. Tout à fait, attaque à 6, et demande au noir d'essayer de trouver du contre-jeu. Mais sur tour A1,
eh bien, il suffit de défendre et de continuer à attaquer. Et comment on fait pour défendre, continuer à attaquer? Tout simplement, on joue cavalier A4. En fait, ce cavalier joue un rôle extraordinaire depuis tout à l'heure. Il est allé en B4, en A2, en C3, maintenant en A4. Et on attaque la tour en A1, bien sûr. Et on ramène maintenant petit à petit toutes les pièces. Donc, il n'y a pas beaucoup de champ pour les blancs, qui vont continuer en essayant de défendre les deux tours et en jouant, donc... Roi E2. Roi E2. À noter que les blancs ne peuvent pas faire petit roc, non. Puisque plus tôt dans la partie, ils ont fait grand roc. Il ne faut pas l'oublier. Tout à fait, c'est vrai. On pourrait l'oublier. Donc, roi E2. Et les deux tours vont se défendre comme cela. Et là, vous avez joué dame D4. Oui. Donc, il a joué... Et là, il fait tour prend A4. Hein. Il fait tour prend A4 parce qu'il n'y a pas beaucoup de coups. C'est-à-dire que la tour en D1 ne peut pas venir parce qu'il y a cavalier C3 échec, à nouveau. Oui, la tour D1, il y aurait cavalier C3 avec la fourchette, roi, tour. Et la menace, c'est à présent dame C4 échec. Elle est là, la menace. C'est dame C4 échec au roi. Et derrière, on va pouvoir prendre la tour en A1. Donc, il y a beaucoup de menaces multiples. Et même attaquer le roi, parfois. Dame C4 échec, on attaque sur diagonale blanche, et le fou pourrait venir en D4 ou en C3, bien attaquer sûr. sur les diagonales noires si le roi il vient sur les diagonales noires. Donc, il y a eu tour prend A4. Il resacrifie la qualité. En même temps, ça brise votre structure de pion à l'aile dame. Et maintenant, il joue tour E1 avec la volonté certainement de pouvoir jouer roi F1 après et de s'en prendre au pion E4. Alors, sur tour prend A4, je crois qu'il y a eu dame prend A4 et non pas pion prend A4. Ah oui, d'accord. Dame prend A4 pour attaquer C2. Voilà, il y a eu dame prend A4 pour attaquer C2. Et si on regarde bien à présent, les deux rois sont face à face. Il y en a un en E2, un en E8. La seule grande différence, c'est que le pion C2 est attaqué, le pion E4 des noirs est défendu, et les menaces subsistent parce que dame C4 est toujours une menace, et avec un accompagnement avec le fou. C'est-à-dire qu'il y a deux pièces noires qui sont à l'attaque contre le roi blanc, alors que le roi noir, au centre, est complètement étonnant, c'est paradoxal, il est totalement protégé. Maintenant, on aurait pu aussi se dire, sur ce type de position, il peut y avoir un fou E6, par exemple, qui pourrait se jouer. Alors, bien sûr qu'il y a dame prend C2 ou dame C4, mais il ne faut jamais oublier que dans ce type de position, il peut y avoir aussi tout simplement le petit roc. Oui, alors, notons que le pion F7 est cloué sur la diagonale, et que là, les blancs menacent dame prend F7 suivi de dame D7 mat. C'est ça. Donc, petit roc. Voilà. Et là, le roi serait en sécurité parce qu'après un fou F5, H6, et il n'y a plus de menace du tout. Et là, maintenant, l'attaque continue pour les noirs. Avec la tour qui peut venir attaquer également. Ouais. D'accord, donc dans la position, il a choisi tour E1. Tour E1 pour essayer de jouer roi F1 et de prendre en E4. Voilà. Et là, c'est un joli coup qui est joué. Il ne faut pas se précipiter. Il ne faut pas faire dame prend C2 échec. On pourrait être tenté de prendre en C2 et de faire échec au roi. On se dit on a gagné un pion. Mais en fait, on se trouve très vite pas très bien. Parce qu'après roi F1, c'est les blancs qui sont mieux. Et ça va tomber sur notre roi très rapidement. Voilà. Donc, il vaut mieux attendre. Et là, le joli coup, je trouve, dans cette partie, peut-être un des coups les plus difficiles, c'est fou C3. Tout simplement, un coup d'attente, mais on attaque la tour, on ne la laisse pas sur la bonne case, et on continue à menacer dame C4. Dame C4 échec. Ou dame prend C2. Non, mais dame C4, c'est mieux parce que ça prive le roi de la case F1. Et là, l'adversaire fait fou D7 échec. Alors, quand moi j'ai vu cette partie, je me suis dit, tiens, il sacrifie son fou peut-être pour détourner le roi et pour prendre le pion F7. Mais en réalité, non. Alors, sur roi prend D7, il y a une petite menace tactique qui est dame H3, échec au roi, et qui reprend le fou en C3 et qui permet aux blancs de continuer à se battre. Ouais. Donc là, c'est pour ça que vous n'avez pas accepté l'offrande et vous venez en E7. Sur case noire, où l'adversaire va avoir beaucoup plus de difficultés à vous toucher, en fait. Oui. Donc, il joue dame H4 échec, mais vous jouez F6. Parce que si je joue roi prend D7, à nouveau, dame H3 échec. Oui, dame H3 encore, et il se venge sur le fou. Voilà. Donc, F6. Là, il revient sur case blanche pour menacer l'arrivée en E6, voire en G7. Tout à fait. Mais c'est maintenant vous qui allez porter les stockades. Finale, dame C4 échec. Oui. Donc, il vient en D1 pour assurer la protection de la tour. Voilà. Et dame prend D5 échec. Oui. Donc, roi C1. Alors, sur roi E2, tout simplement pour montrer, il y aurait dame D2 échec, roi F1 et dame prend E1, échec et mat. Et mat.
Donc ici, il n'a pas été en E2, il a été en C1. Et là, il y a eu Dame D2 échec et abandon, parce que c'est mat en quelques coups. Après Roi B1, Dame prend, Roi A2, Dame A1 échec, Roi B3 et Dame B2, échec et mat. Échec et mat, ouais. Magnifique. Et donc le jeu sur case noire a triomphé du jeu sur les cases blanches. Alors c'est pas une partie parfaite, bien sûr, puisque c'est les débuts, mais c'est un petit peu constitutif de ce que peut donner ce type de partie, la Sveshnikov, très déséquilibrée, et ça peut tourner, c'est vrai, d'un côté comme de l'autre. On voit donc que l'activation du fou de case noire est une donnée très importante dans cette Sveshnikov. Tout à fait, c'est-à-dire que c'est un fou qui a une extrême importance, et dès qu'il se met à jouer, eh bien les noirs commencent à avoir un peu d'air, et souvent les parties tournent à l'avantage des noirs. Et pourtant, c'est pas donné dans l'ouverture. Quand les blancs viennent de jouer Calais D5, parce qu'ils sont sous la menace d'une fourchette, on se dit, le fou de case noire, il a du mal à s'activer. Certes, il pourrait venir en H6, mais c'est une diagonale un peu vide, ici. Et là, on voit une masse de pions qui entrave son action. On se dit que c'est pas si facile. Mais c'est vrai que les deux pions F peuvent aller en F5, essayer de débloquer le pion E4, et puis on peut arriver, si on arrive à détourner le pion E4, ou à faire ce que vous aviez fait avec F5, prendre un E4, jouer fou E6, prendre le cavalier pour que le pion reprenne, et bien du coup, après fou G7, on peut pousser parce qu'il n'y aura plus de blocage sur la diagonale. Oui, c'est une partie qui donne l'impression d'un mal structurel au niveau positionnel, mais en fait, ces pions doublés ne le sont jamais vraiment, ils le sont juste un tout petit moment, puisque on se dégage très vite par la poussée F5, et ensuite, eh bien, soit il y a une prise qui se fait en E4, soit il se passe autre chose. Mais en fait, ce pion doublé le reste quelques coups pour ensuite rebouger. Et l'avantage aussi de cette ouverture, c'est qu'il y a une paire de fous pour les noirs. Et donc ça, c'est quelque chose aussi de très important. Mais il faut arriver à jouer avec le fou de case noire. Et c'est vrai qu'une fois qu'il est en G7 et qu'on joue fou E6, on peut prendre le cavalier pour détourner le pion et chercher à jouer E4 après et libérer l'action de la diagonale noire. Et si le roi blanc a fait grand roc, eh bien c'est coup double. Non seulement on va attaquer l'aile dame sur la grande diagonale noire, mais on attaquera aussi le roi. Voilà. Et on aura la conjonction avec la colonne semi-verte C que vous avez utilisée. Voilà. Et on s'apercevra dans d'autres parties qu'en cas de petit roc, c'est la colonne semi-verte G qui peut avoir son mot à dire. Tout à fait. Mais nous y reviendrons bientôt. Eh bien, merci Monsieur Coatly. Merci. Au revoir, on va dire au revoir à tous les abonnés. Merci de votre fidélité. Au revoir à tous.